Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Citation. Il n'y a pas d'autre malaise dans la culture que le malaise du désir. Jacques Lacan. Dédicace. Pour mon fils Sébastien et pour son père, qui m'ont toujours accordé de leur temps avec générosité. Préface. La contrebande en ART politique. Les pratiques de déshumanisation, depuis la Première Guerre mondiale en passant par les camps d'extermination, les goulags, jusqu'au massacre génocidaire du Rwanda, témoignent de la servilité aveugle avec laquelle les hommes du XXe siècle ont renié l'intelligence pour rejoindre le troupeau asservi de la foule, basculant, vertige d'un instant dans l'éphémère, l'horreur, l'innommable et l'irrationnel. L'histoire se souviendra sans doute comme d'une caractéristique de ce siècle, de l'effroi des destructions de masse. Toutefois en opposition à la barbarie génocidaire, à la brutalité insane, à la recherche systématique de pureté absolue et à la volonté calculée d'éradiquer l'humain de l'humain, se sont élevés pour y faire barrage, les résistances armées ou non violentes, mais aussi la force de la parole dans les domaines philosophiques, poétiques, politiques, etc. Les témoins de ces ignobles massacres, les grands reporters, les écrivains ont joué et jouent un rôle essentiel dans la reconnaissance des faits en rendant public cet inhumain menaçant en L', homme capable de détruire, d'exploiter l'autre homme, et en montrant comment l'idéologie de la technique a pu par la puissance d'une industrialisation de la mort, produire, car il s'agit bien de production, des millions de cadavres sur notre planète. Dans les siècles passés, l'inhumain avait dévoilé dans l'esclavage, ce qui ne signifie nullement qu'il ait été déraciné au XXIe siècle, l'horreur de son visage avec ceci de particulier qu'il ne cherchait pas simplement à détruire comme dans les camps, un peuple, une ethnie, une race, mais qu'il avait trouvé le moyen d'exploiter pour son profit une partie de l'espèce humaine, soutenue en cela par une idéologie raciale avec l'appui scientifique et sans aucun doute une caution théologique. À cette fin, l'inhumain se devait de bestialiser ceux qu'il voulait asservir pour les utiliser comme bêtes de somme, animaux domestiques taillables et corvéables à merci. L'inhumain les privait en particulier de leur ascendance et de leur descendance familiale, en un mot de leur inscription généalogique. Il les déracinait de leur lieu d'origine, les soumettait à la loi du plus fort, dont la psychanalyse nous indique qu'elle est toujours celle de la pulsion de mort, meurtre, inceste, aliénation de l'autre. Ils créaient délibérément un blanc, dans leur histoire, par le changement de nom, presque toujours humiliant, réifiant et bien souvent réduit à un signe visible, à un défaut physique ou psychologique caractéristique de la personne. Les Blancs avaient bien compris que pour faire advenir à l'humanité, il était nécessaire d'inscrire un enfant dans une histoire collective et personnelle comme maillon dans la chaîne humaine, par la transmission du nom du père, société patriarcale et ou de la mère. Aussi suffisait-il d'enclencher le processus inverse pour bestialiser, soit la négation de la nomination pour que l'humain s'efface et meure. Du moins le croyait-il. L'esclavagisme cherchait ainsi à créer des non-humains dans un no man's land idéologique, en une topique interlope où l'esclave n'était ni vraiment animal ni totalement homme. La fameuse controverse de Valladolid montre combien il a été difficile d'accepter l'égalité entre les humains autour de la question de l'âme, car si les Indiens devaient être baptisés, il fallait leur accorder l'âme. Le refus de la reconnaître aux populations noires a entraîné l'esclavage de ces populations. La même question s'était d'ailleurs aussi posée dans le catholicisme pour les femmes. Sans doute tous les ecclésiastiques n'étaient-ils pas d'accord, mais le pouvoir de l'Église n'a pas réussi ou voulu imposer l'égalité entre les races, entre les sexes et entre les humains et n'a pas pu ou voulu excommunier ces redoutables pratiques d'exploitation de l'humain par l'homme. Guillemets Téché dans le texte qu'elle offre à notre lecture nous plonge au cœur des sociétés esclavagistes. Elle nous oblige à un retour dans notre propre histoire française, puisque nous avons, bien au-delà de la Révolution et de la reconnaissance des droits de l'homme et du citoyen, porté le flambeau de l'aliénation et de la colonisation. Certes, les générations actuelles ne sont pas celles de leurs pères et nous n'avons sans doute pas apporté la culpabilité de leurs ignobles actions, mais notre histoire porte la trace sanglante de la souillure de ces épouvantables pratiques, et nous avons à construire une vérité lucide qui doit nous conduire à devenir les chiens de garde du message que nous transmet cette période de l'esclavage pour que jamais ne survienne à nouveau une telle horreur. Or pour le moins nous en sommes bien loin,
Et si les actes de domination et d'esclavagisme sont différents de nos jours, il demeure toujours au sein de nos sociétés une réalité qui glace d'épouvante. L'esclavagisme est encore bien là avec toute sa virulence et son inflexible indifférence pour l'autre. L'auteur dans ce travail met le doigt sur le refoulé de notre société et nous oblige à regarder et à affronter les fantômes qui nous hantent. Concerné au premier chef dans son histoire personnelle par l'esclavage, sa démarche se veut avant tout politique, au sens où la cité, la polis, se doivent d'abord d'inscrire chaque être humain dans une histoire personnelle et commune. La psychanalyse freudienne et lacanienne principalement, vient clairer sous un jour remarquable comment les humains se développent grâce à la transmission du nom et à travers leur inscription généalogique. Mais cette réflexion nous conduit bien au-delà en montrant comment des êtres humains ont, malgré l'abomination de la désolation, et les plus sombres aliénations réductionnistes, réussi à survivre et à recréer leur propre humanité, à recombler à leur manière, les blancs de leur histoire individuelle et collective et à continuer envers et contre tout à transmettre et à bâtir des lignées généalogiques. Certes douloureusement, mais volontairement et héroïquement. Guillemets Téché nous introduit alors au phénomène de la contrebande. On sait que le mot s'origine de l'italien contrabbando, contre le ban, et que le ban est une proclamation officielle et publique d'un ordre ou d'un interdit, une proclamation solennelle bonne ou mauvaise, ban du mariage mais aussi bannissement. Être en rupture de ban signifie être affranchi des contraintes de son état. On comprend dès lors l'intérêt du terme ici choisi par l'auteur. Contrebande, puisque l'État lui-même a fait sortir délibérément l'esclave de sa condition humaine par une proclamation, par un ban d'inhumanité. Cette mise au ban d'inhumanité des populations noires a duré plusieurs siècles avant une prise de conscience extraordinairement lente de l'horreur. Banni de l'humanité, l'esclave pourra alors s'autoriser de lui-même à devenir contrebandier. Mis au ban de l'humanité par les hommes blancs, qui lui imposent avec une violence inouïe, les blancs de son histoire, l'esclave pourra agir par la bande, la contrebande et en bande. Que va-t-il faire alors ? À travers son récit, l'auteur dévoile et analyse, en s'appuyant sur la culture propre aux auteurs ayant traversé l'esclavagisme et ses épouvantables conséquences, comment la contrebande s'est organisée dans la littérature, la chanson, la parole des mères, des pères, la musique, les rythmes, la danse, la religion, etc. Construire, reconstruire pour lui-même et les siens, une nouvelle humanité face à la fausse humanité des colonisateurs infâmes. L'esclave, pour se sortir de sa condition, de son état, doit passer par l'invention d'une nouvelle histoire. Certes, elle se réfère sans doute beaucoup à la mémoire du passé, mémoire conservée principalement dans l'oralité, chansons, contes, souvenirs, etc. Mémoire déformée par le temps et l'horreur des séparations de l'origine, mémoire blessée par les sauvageries des esclavagistes, mémoire mélangée des cultures différentes que les Blancs imposaient. Mais mémoires inventives qui ne cessent de rêver, de se relever, de rebâtir au milieu d'un monde d'une hostilité sans bornes, sans loi. Mémoire qui crie vers ses dieux, ses ancêtres et son ancien monde, sa douleur et son espérance infinie. Bien sûr, être au ban d'inhumanité oblige au secret, à la cache, à la discrétion absolue, au langage codé, à la recherche d'endroits introuvables et improbables pour se retrouver clandestinement, tels des contrebandiers, pour pratiquer de nouveaux rituels, se garder des traîtres éventuels et échapper aux molosses féroces dressés pour tuer, l'esclave étant réduit à un simple gibier. L'enseignement de ce texte sur la construction de l'être humain rappelle, comme on l'a dit, l'importance de la filiation et de la transmission. Point d'humanité hors sol, sans généalogie, sans héritage, ce dont rêvait Deleuze dans Mille plateaux, une antigénéalogie en somme. Antigone, en paradigme d'humanité. Advenir à l'humain nécessite bien au contraire de profondes racines plongeant au cœur de la terre comme celles d'un arbre qui s'alimente de la splendeur du ciel et du soleil, mais se tient debout en se nourrissant de l'humus fécondant du royaume souterrain de sa graine d'origine. Le texte montre aussi la redoutable nécessité de la résistance à la soumission extérieure. Chant, musique, danse, culture, paroles ont été des manières de se mettre et de se maintenir debout. Chant, danse et musique des femmes exploitées, violées, humiliées, résistantes à l'aliénation des enfants martyrisés. Chant, danse et musique des hommes fouettés, meurtris et outragés qui n'avaient selon les colonisateurs esclavagistes aucune part à l'humanité. Ils avaient, pour citer Rancière à propos des sans-parts, une parole transitoire, une parole qui est un son fugitif, sorte de beuglement, signe du besoin et non manifestation de l'intelligence.
L'esclave, comme le dit Aristote, à la plus grande honte de la philosophie, était celui qui participe à la communauté de langage sous la seule forme de la sensibilité, esthésis, non de la possession, exis. La pratique de la contrebande aura été une résistance douloureuse, héroïque et irréductible, une manière exemplaire de réinscrire les victimes dans l'humaine condition. La contrebande a osé se dresser devant l'injustice et l'oppression, pour se réapproprier un nom au-delà de la haine et de la négation des Blancs. Quelle leçon aussi pour le présent. Dans un monde où un autre déni d'humanité est en train de se développer sous nos yeux en ce temps de l'Anthropocène. Volonté de contrôle et panoptique généralisée, réduction de l'humain aux pratiques de consommation et avilissement à la pensée unique. Saurons-nous écouter la leçon et inventer nos propres stratégies de contrebande, pour résister comme les esclaves, aux sirènes de notre aliénation? Avant de laisser enfin la place au lecteur, revenons à ce texte avant tout politique, à cet appel, indirect sans doute, à la résistance contre ce qui en notre temps continue à reproduire le ban d'inhumanité de l'humain mais qui est aussi perspective d'espérance à rebâtir toujours et encore, s'il le faut en contrebande, un monde ouvert où chacun puisse rêver son avenir en s'ancrant dans son passé fondateur. Jean-Bernard Paturet, professeur émérite Université Montpellier 3. Préambule. Les pages blanches de l'histoire INTERDITE. Je n'ai jamais connu mon père. Il a disparu avant que je ne vienne au monde. Je ne sais pas s'il a pu soupçonner mon existence, s'il a cherché à me voir, à me retrouver au moins dans ses pensées. Pendant mon enfance, j'avais vu des films qui racontaient des histoires d'enfants abandonnés qui se lançaient un beau jour à la recherche de leur père. Je me souviens aussi des messes basses de ma mère, de ses paroles à mi-mot qui tentaient de me faire comprendre quelque chose, tout en le dissimulant. Cet homme qu'elle avait aimé, il y a bien longtemps, avait-il totalement disparu? Cet homme continuait-il de nourrir son imaginaire? Cet homme dont elle disait avoir oublié le nom hantait-il encore ses rêves? Mon histoire avait pris une tournure particulière avec toutes ses pages censurées et ses omissions. J'aimais le compagnon de ma mère qui m'avait accueilli quand j'étais bébé, alors comme son propre enfant. Je l'avais toujours appelé papa. Il avait de nombreux enfants, des garçons tous plus âgés que moi. Ils étaient mes grands frères. Puis d'autres enfants sont nés, encore des garçons, et bien plus tard une petite sœur. Le village natal de ma mère s'appelle l'Entre-deux. Elle m'avait ainsi placé entre deux pères, entre deux lits, entre deux fratries. Cette femme, cette mère, était restée entre deux pour continuer à faire vivre le fruit de l'amour qu'elle disait être un cadeau, sans souffler mot. Ce père que j'admirais, travaillait dur pour m'élever. Il prenait le temps de m'apprendre à lire, m'aider à faire mes devoirs. Ma mère était analphabète, elle n'était jamais allée à l'école et en avait des regrets, une certaine nostalgie. Pourtant, elle détenait la clé du mystère de ma naissance. Elle restait la seule à posséder le savoir qui m'échappait sur mon identité de fille de. J'étais née d'une mère mais aussi d'un père. La célèbre formule de Freud, Mater certissima, pater semper incertus, était loin d'être incongrue dans cette famille où tout le monde ignorait son existence. D'une manière paradoxale, elle tentait de s'exprimer par la voix d'une coutume incontournable. En effet, on peut s'étonner de voir à la Réunion comment on questionne la filiation en convoquant la ressemblance. J'ai appelé cela le rituel du trait, qui prenait une tournure caricaturale voire pathétique avec ma marraine qui avait une curieuse façon de le pratiquer. À chaque naissance, elle s'ébahissait devant le nouveau-né en s'exclamant « Le papa ». Le papa. C'était là une étrange manière de rappeler que le nouveau-né ne pouvait être que l'enfant de son père, d'annuler l'ombre du doute. J'étais née de père inconnu pour l'état civil. La quête de la vérité rejoignait celle de la parole de la mère et de l'amour du père. Dans le champ de la psychanalyse, le statut du père est élevé au rang de l'énigme, ce qui en appelle à la mythologie personnelle. Telles les branches d'un arbre, la vérité de la filiation se divise, se fragmente, s'échappe pour tenter de se reconstruire. La filiation est une histoire qui se cherche, s'invente, se réécrit sur fond d'oubli et de méconnaissance, d'abandon et de retrouvailles. Des êtres s'effacent, s'en vont, d'autres apparaissent. Les rencontres, bonnes ou mauvaises, sollicitent la dimension à faire face à la surprise, à l'inattendu, au réel. Tandis que certains ne peuvent soutenir leur place de père ou de mère, d'autres tentent d'occuper ce lien déserté.
La question des origines se loge intrinsèquement au creux d'un vide impossible à combler totalement. Les lacunes de sa vérité, loin de rejoindre la certitude, habitent le lieu du malentendu. Qui était mon père ? Quelle parole peut délivrer une mère sur les interrogations qui touchent à la vérité du père ? Qu'est-ce qu'un père ? C'est ici que les choses se compliquent. Dans cette quête, le sujet est confronté au manque, objet du désir, à ce qui le divise entre savoir et vérité. Cette façon de rechercher des traits paternels est toujours pratiquée à La Réunion. Et si au lieu d'être un stigmate familial, il s'agissait d'un héritage venu de plus loin qui s'articule à quelque chose de fondamental, touchant à l'histoire de l'île, aux origines du passé ? À l'époque de l'esclavage, combien de filles et de fils ont été séparées ou privées de leur père par la loi du maître, décrétant « l'enfant suit le ventre de la mère ». Combien de maîtres se sont arrogés le droit de disposer des corps des femmes considérées par eux comme des objets dont ils étaient les propriétaires ? Dans cet univers où la paternité pouvait s'usurper grâce à l'imposture de la législation des maîtres, la quête du père inconnu, méconnu, ne pouvait qu'emprunter des chemins labyrinthiques. Cette façon si singulière de traiter l'énigme du père n'est-elle pas liée à une pratique ancestrale dans notre pays rejoignant les fondements de notre histoire ? La société réunionnaise d'aujourd'hui est traversée par des débats contradictoires, souvent passionnés, qui mettent en jeu des questions et des revendications identitaires. Ces discussions prennent souvent la forme d'une quête mémorielle des origines, supportée par une demande de reconnaissance des repères originaux et multiples de la culture réunionnaise, en contrepoint à la centralité de l'héritage français lié à l'histoire coloniale, et réclamant la prise en compte, la valorisation de la langue maternelle d'une grande partie des natifs de l'île, le créole. C'est à travers les sentiers inattendus, dans les raidillons non balisés plutôt que dans les allées majestueuses des grands domaines que j'ai voulu m'avancer pour réfléchir sur la filiation et la transmission à La Réunion, en lien avec l'esclavage qui a façonné l'histoire de l'île au tout premier début. Cependant, ces deux chemins, s'ils ne sont identiques, ne peuvent masquer le fait que l'histoire de la filiation est sinueuse. En cela, la quête du père s'apparente à la subjectivation de la découverte de ce qui est enfoui et subtil. Cet écho du nom, caché et tu, ne résonne pas comme l'imposition d'une nomination unique, dictée de manière rédhibitoire par la voix d'un maître monolithique et indépassable, mais il fait vibrer les cordes témoins de la pluralisation des sons qui façonnent le nom du père, les noms du père. Dans ce contexte, aller au-devant de l'énigme du père, c'est éradiquer, autrement dit, bifurquer vers les chemins de la clandestinité, non pour faire bande, mais pour élever la contrebande au niveau de la subversion du sujet, lequel, pour la psychanalyse, se loge dans l'entre-deux. C'est pourquoi j'ai aussi choisi d'aborder cette question de la filiation et de la transmission en privilégiant l'interstice. Tenter d'en dire quelque chose, c'est aller à la rencontre du sujet qui s'écrit et se loge dans les intervalles. En me référant à la profondeur historique de l'esclavage, j'ai voulu montrer comment des hommes et des femmes ont subverti le système. En s'emparant de leur destin, ils ont démontré leur capacité à être sujets de leur histoire. Ces êtres humains, qui ont refusé de prolonger l'assignation à résidence qui les enchaînait, ont creusé l'écart avec le discours préétabli. En étant rétifs au sens blanc, ils ont émergé comme sujets désirants dans l'interdit des blancs de l'histoire. Par des chemins détournés, des inventions, le refus de la lâcheté, ces êtres de réticence ont démontré ce que promeut le discours analytique. La faculté spécifique du sujet humain réside dans le fait qu'il est un être parlant qui acquiert son humanité et construit son rapport à l'autre par le langage, sa façon d'habiter le monde indépendant. Introduction. Il convient au seuil de cette réflexion de rappeler que selon de nombreux historiens les premiers habitants noirs de l'île, en l'occurrence les Malgaches, n'étaient pas considérés par les Blancs comme des esclaves, mais étaient désignés par eux comme des serviteurs. À cette époque, le peuplement de l'île est embryonnaire et la colonisation définitive de l'île n'a pas véritablement débuté. La Grande Île, à savoir Madagascar, constitue le territoire ayant le plus d'atouts, le joyau à acquérir. Cela dit, il est difficile de concevoir, même au début du peuplement, un mode de lien social entre maître et serviteur fondé sur la communauté librement consentie et l'égalité des droits et des biens. De fait, les premiers Noirs n'ont pas tardé à aller marronner, à fuir à l'intérieur des terres, et les femmes, bien trop rares sur l'île, ont d'emblée été objet de discorde dans cette société naissante.
Pour y remédier, la ségrégation est alors instaurée par un décret en 1674, qui sera complété plus tard par d'autres dispositifs législatifs, visant à renforcer les lignes de démarcation entre les habitants et à officialiser un mode de lien social particulier fondé sur l'esclavage. Ce dernier a été instauré dès la seconde moitié du XVIIe siècle, par décret, confirmant ainsi la ligne de fracture entre les habitants par l'officialisation de la ségrégation. Cet événement crucial, dont les effets dévastateurs sont difficilement contestables, ne constitue pas toute l'histoire de ce pays. En effet, après l'abolition de l'esclavage survenue en 1848, la Réunion a connu la période de l'engagisme. Ce système économique mis en place pour pallier le déficit de main-d'œuvre, provoqué par l'interdiction de la traite et la fin de l'esclavage, consistait à proposer à des travailleurs, étrangers à la colonie, un contrat de travail d'une durée de 5 années renouvelable. Cette politique de recrutement a été à l'origine de migrations de populations en provenance de l'Inde, de la Chine, d'Afrique et d'îles voisines comme Rodrigue. Qu'à La Réunion, l'esclavage et tout ce qui s'y rapporte soient revendiqués d'une part comme un héritage historique fondamental, mais non pas exclusif à reconnaître, à célébrer, à transmettre, a toute son importance d'autant qu'il fait souvent l'objet d'un démenti dans les discours par un « oui mais quand même ». Nous utilisons cette formule « oui mais quand même » pour exprimer des formes de duplicité dans le discours visant à se débarrasser des éléments gênants de l'histoire ou à les disqualifier. Elle permet de donner la coloration et les aspects sous-jacents de ces mécanismes de négation et de dénégation en jeu dans le discours collectif ou individuel, qui est la transposition du « je sais bien, mais quand même », relevé par la psychanalyse comme discours du pervers traduisant des attitudes de clivage destinées à entretenir une forme de mystification. Ces énoncés paradoxaux montrent que la psychanalyse constitue une voie originale pour questionner une transmission qui s'est produite dans des conditions spécifiques, aussi bien en ce qui concerne la logique des places, la désignation de soi et de l'autre, la configuration de l'espace, la possession des corps, la relation à l'autre d'une manière assez large. Dans le cadre de cet essai, nous nous référerons aussi bien à des situations provenant de la littérature, de l'oraliture, contes, proverbes, sirandan, qu'à des pratiques culturelles et cultuelles. Nous prendrons appui sur les travaux de différents auteurs, dont certains qui ont marqué l'espace réunionnais, notamment à travers leurs activités culturelles et militantes, et par leur combat pour la reconnaissance de certains repères identitaires propres à la Réunion, mais longtemps marginalisés par les discours des représentants de l'État colonial. Qu'il s'agisse de la valorisation de la langue créole ou de la promotion de cultures non reconnues ou interdites, ces auteurs ont contribué à leur manière à faire sortir de l'obscurité ce qui se jouait derrière le rideau de Cannes, à édifier une transmission en contrebande. Ces tentatives de subversion, qui viennent éroder le pacte colonial, marquant une entame dans le discours du maître, ces modes singuliers de reconstruction du passé, qui attestent du rapport subjectif de l'humain à la vérité, montrent l'intérêt de convoquer la psychanalyse dans notre approche. À partir de ces clés de relecture, nous voulons témoigner de la fécondité des concepts psychanalytiques, de leur pertinence dans l'exploration de ce qui fait le sujet et son rapport à l'autre. Nous tenterons de revisiter cette question de la transmission et de la filiation, dans le contexte de la société réunionnaise, en nous fondant essentiellement sur les références, les découvertes et les inventions de deux grands passeurs de l'inconscient, qui ont marqué l'histoire du mouvement psychanalytique, Freud et Lacan. Il nous importe d'aborder la transmission et la filiation en plaçant la focale sur le discours et les pratiques des sujets, car ce qui nous intéresse avant tout est le sujet en tant qu'être de langage et la part de créativité qu'il recèle. Les dimensions de reconstruction et d'invention qui constituent le sujet, et par lesquelles celui-ci se constitue, dès lors qu'il tente d'approcher quelque chose de sa vérité, nous paraissent fondamentales pour questionner son rapport au monde et à l'autre. La vérité du sujet, nous dit Lacan, a structure de fiction. Ainsi la question d'où je viens ? Qui suis-je ? Que me veut l'autre ? Se pose à tout sujet vivant responsable, sans garantie de réponse totalement adéquate, sinon celle qui atteste du caractère irréductible de l'énigme du sujet quand il touche au questionnement de son être. En prenant comme point de départ la structure de fiction du sujet, nous ne cherchons pas à dévaloriser les conditions d'ancrage matériel et socio-historique qui fondent la réalité des systèmes dans lesquels évoluent les individus.
Cependant, il s'agit plutôt de voir comment dans les filets d'une vérité qui ne peut pas espérer comme toute dite, ou dite toute, se loge la part de liberté et d'invention, fût-elle symptomatique, de celui ou celle qui tente de se souvenir de son histoire, de son lien à ses ancêtres et à leur héritage. Ces fragments du Mi-Dire attestent de l'importance de ce sujet tel que le promeut la psychanalyse. Par conséquent, il s'agira d'articuler les concepts de la psychanalyse à des situations historiques ou culturelles en référence au sujet de l'énonciation. Nous voulons aussi démarquer notre étude d'une approche biologique et déterministe pour nous orienter vers les voies subversives qu'emprunte le désir du sujet qui, face au réel qui lui incombe, tente d'élaborer des réponses et d'objecter au discours du maître. Dans cette histoire marquée par des formes de violence symbolique extrêmes, et sous-tendue par une logique de rupture et de mort, nous nous demanderons comment a pu se faire une certaine forme de transmission et comment elle s'articule à la filiation. Cette dernière étant par excellence l'acte qui nous inscrit dans une précédence, dans le chemin des anciens qui sont venus avant nous. Que deviennent alors ces ancêtres? Le pays d'autrefois? À quel prix s'est faite cette transmission pour le sujet? La transmission dans un tel contexte a-t-elle permis la perpétuation, ou a-t-elle conduit à l'altération de ce que l'on pourrait appeler l'objet précieux, l'algama de Platon, à savoir le secret de l'humain et de sa liberté en tant que sujet inscrit dans une filiation et capable à la fois de s'en référer et de s'en démarquer? Comment les sujets tentent-ils d'habiter le langage? Comment édifient-ils leur rapport à soi et à l'autre? Y a-t-il mépris voire méprise du sujet, à vouloir rendre compte de la façon de nommer dans ce contexte particulier? Que nomme-t-on? De qui ou de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.